Sali, je me rhabillais en hâte dans l'antichambre poisseuse à l'air moite. Je ne pouvais m'empêcher à chaque instant de braquer mon regard vers l'étroite porte menant à l'arrière-cour, promesse inconditionnelle de liberté pour moi. Enfiler ma tenue me semblait prendre une éternité, bien que, désormais seul, j'eusse pu prendre tout mon temps, voire même profiter des commodités du lieu. Mais le seul moyen de mettre une distance avec le dégoût était de m'échapper physiquement de l'origine de celui-ci. Il faut dire que ce pervers magistère avait tout pour déplaire, son hideux menton pendant et ses lourds bourrelets aux sourcils donnaient à son visage l'apparence de quelque monstre d'histoire pour enfants. En public, mielleux et flatteur, en privé, odieux et pervers. Mais l'immensité de cette antithèse n'avait pour égal que sa réputation et sa fortune. Dans sa perfidie, il avait toutefois des failles, ruines brisées d'une éducation, d'une morale qu'il eût pu suivre plus jeune. Et que, s'il avait été forcé à rejeter pour obtenir, et plus encore conserver, son statut, il trahissait à quelques rares occasions, quand la moiteur lui faisait perdre ses dernières contenances, restant toutefois bien en dehors des royaumes de la plus subtile gentillesse, pour m'accorder quelque sympathie à sa compagnie. Mais si la beauté le dédaignait, l'influence flirtait avec sa personne. Et au-delà des accès superficiels et mondains, il avait don de propager colibet et ragots envers quiconque, à condition qu'il l'eût souhaité. Alors certes, je m'érigeais cela en justification à mon obligation de présence et d'obéissance, pour surpasser ma répugnance, mais ce n'était pas loin d'être la vérité. Plus d'une femme en ma condition s'était vue rejetée et salie, plus que notre métier ne l'exigeait, par un simple refus d'accès à ses désirs, jusqu'à la forcer, humilier, à venir ramper devant l'odieux personnage pour qu'il daigne considérer la malheureuse. Ce comportement réprouvé de toutes, mais dénoncé d'aucune, avait au final conduit en une règle qui se transmettait entre les bouches de celles qui n'avaient que trop l'approcher de lui. Jamais, au grand jamais, l'on ne devait déplaire ou refuser quelque frasque fantasme à celui qui d'un cauchemar pouvait faire de nos vies un tourment. Quoi qu'il en eût acté, plus rien ne sera de même, ni du dégoût laissé par les traces de la lare, ni des mémoires laissées par les déboires d'un éternel. Jetant un ultime regard à travers un pli des riches teintures, j'entendis plus que vis le magistère ployer en un faible gémissement. Réfrénant un cri, je vis deux silhouettes encapuchonnées s'approcher et se saisir de ses riches atours pour le maintenir dans sa désormais douce chute, qui vint se terminer dans une longue boîte placée à dessein devant lui. Cela avait été si bref et si dénué de saveur, à l'image même de ce qu'il m'avait fait endurer tant de fois. Oh combien j'eus espéré son trépas, et maintenant qu'il gisait, nul contentement ne venait au secours de mon esprit toujours meurtri de sa déplaisante compagnie. Je restais là, immobile, pantoise, silencieuse, observatrice, qui n'eût dû au grand jamais poser l'œil sur cette étrange farce. Contemplatrice de la décadence même, un abattardissement certes différent, mais non moins salissant, que celui dans lequel j'avais à me plonger chaque jour. Car j'avais saisi là ce qui était à l'œuvre en cette alcôve, ce lieu secret qui fut caché sous un drap de mystère et qui devra l'être à nouveau pour mon salut. Ce n'était pas un assassinat, ce n'était point non plus un suicide, c'était un sacrifice. Errante dans les rues froides et endormies, je me recroquevillais dans mes atours, fuyant le funeste lieu, courbant l'échine à chaque mouvement, persuadé que chaque silhouette était l'un des hospices en soutane, que chaque flamme était quelque lanterne lancée à mes trousses, comme heureuse malgré moi d'avoir à fuir un danger immédiat, palpable, accessible, car j'avais deviné, même si j'en repoussais l'idée, la raison de l'oblation vitale. Et je savais pourquoi elle avait été faite, ou plutôt pour qui. L'imagerie des bas-reliefs et des calligraphies n'était que par trop évocatrice pour quiconque ayant quelque peu fureté les récits de ceux que tous considéraient comme fous, mais que tôt ou tard ils nommeraient visionnaires. Mais ce secret, je l'emporterai en ma tombe, comme il l'a enfoui dans sa cellule de bois, cloué de sa propre fortune, qui en un temps fut sa seule préoccupation, avant que l'Éternel ne l'emmène dans ses pas, sa tâche accomplie pour faciliter un peu plus sa venue. De toute manière, qui suis-je pour parler ? Nul ne voudrait accorder crédit à une femme de mauvaise vie, dernier contact de sa personne dans son existence. Et qui suis-je pour agir ? Nul ne saurait achever ce qui est déjà mort.